Du coup, salut tout le monde. Je vais vite vous faire une présentation rapide de la coopérative. Donc, nous, c'est pas une structure individuelle, c'est une coopérative maraîchère dont les coopérateurs sont propriétaires du terrain. On est deux jardiniers à s'occuper de 3,5 hectares de cultures légumières, avec pour une SAU de 2,5 et puis 1 hectare environ d'espace dédié à la biodiversité, notamment des haies, vergers haute tige, vergers basse tige dans les parcelles de culture. Nos planches, on a tout retravaillé il y a 4 ans parce qu'on était parti sur une parcelle nue et en location jusqu'à maintenant. On est devenu propriétaire il y a 4 ans, ce qui fait que ça nous permet de voir un petit peu différemment le jardin et d'installer des choses beaucoup plus pérennes. Nos planches sont dirigées selon les courbes de niveau pour une meilleure gestion de l'eau et une meilleure infiltration de l'eau. À part cette année, on a été inondé pendant pratiquement 8 semaines. En fait, les argiles étaient gonflées et puis toute l'eau est restée sur le terrain. Donc on a eu un printemps absolument merdique. On a détruit tout le travail du printemps. En fin de compte, on a eu 0 récolte de tout ce qui a été fait de mars à mai à peu près. On a passé le broyeur en fait. Tout simplement. Donc la récolte était vite faite pour les primeurs. On commercialise environ 220 paniers par semaine, toute l'année, avec une fréquence janvier, février, mars d'une fois par semaine. On est 2 jardiniers pour s'occuper de toute la parcelle. Nos coopérateurs sont liés par contrat au même titre que les AMAP, seulement en Suisse ça s'appelle des ACP, donc l'agriculture contractuelle de proximité. Et nos coopérateurs participent aux travaux du jardin à hauteur de 18 heures annuelles par coopérateur. Multiplié par 220, ça fait une sacrée force de travail. Ce qui fait qu'on est très peu mécanisé. Les seuls outils qu'on utilise, c'est un cultibut et une bêche roulante. Donc ce n'est pas le principe de la bêche entraînée par la prise de force. Là, c'est des petits couteaux en fait, qui tournent et qui font un travail très très léger du sol. Le cultibut, c'est pour remettre en forme de temps en temps nos planches permanentes. Cette année, on a repris un travail du sol bien plus important que d'habitude, du fait que l'eau a compacté tous nos sols au printemps. Donc en fin de printemps, on a repris tout le jardin pour reformer un petit peu les planches et puis décompacter. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait des gros apports de matière organique. Et les plantations, tout se fait manuellement. Il y a justement cette force de travail qui participe au jardin, qui nous permet vraiment d'avoir 0 mécanisation pratique. On est en moyenne une dizaine de personnes par jour sur la semaine. On a un logiciel aussi qu'on a mis au point pour gérer toutes ces heures de travail, parce qu'avant tout, on était dans un classeur. Donc nous, notre gros boulot, c'est la gestion de la production, la planification et la planification de l'humain, qui est aussi pratiquement la moitié de notre travail, quoi, parce que on a fait un choix aussi agroforestier dans les cultures. On a installé toutes les 12 planches des lignes d'arbres fruitiers qu'on a mélangées avec des arbustes fixateurs d'azote, comme des caragagniers de Sibérie, des Eleanus, enfin tout un tas de variétés de plantes qui redistribuent l'azote aux arbres fruitiers. Donc nos lignes sont plutôt paillées avec de la laine de mouton parce qu'on en a eu une quantité assez importante. Seulement les rongeurs n'aiment pas trop à cause du soin qu'on retrouve dans... Le soin, c'est ce qui recouvre la laine en fait et qui rend la laine imperméable. Donc du coup, ça nous évite justement l'installation des campagnols et des mulots dans les arbres fruitiers. Donc on n'a pas trop de problème Pour les cultures, on utilise aussi beaucoup d'engrais verts, donc on essaie d'en mettre partout où on peut. Dès qu'il y a des trous, dès qu'il y a un espace libre, on y intègre des engrais verts. Moi j'ai plutôt fait le choix des engrais gélifs, des engrais verts gélifs, parce que ça me donne beaucoup moins de travail à la destruction. Il n'y a que les engrais verts semés très tardivement, on met des céréales parce que c'est la seule qui arrive à occuper dans un temps assez court et couvrir les sols. Et du seigle fourragé. Donc c'est pas du seigle à grains, c'est un peu une alternative entre le raies gras et il est beaucoup plus simple à détruire aussi. Il prend une bonne claque avec le gel, il n'est pas mort, mais c'est pas comme l'autre seigle qui reste vraiment vivace. Donc ça permet une destruction un petit peu plus facile. Ouais, les gélifs, au 15 août, il faudra qu'ils soient installés pour qu'il y ait une masse volumique suffisamment intéressante. Donc, et après le 15 août, là j'y intègre des céréales. C'est parce que tu as une couverture, une micro-couverture avec les fabacées qui sont à peu près hautes comme ça. Par contre, les céréales prennent vite le dessus et surtout au printemps, il y a une bonne reprise.
Et là, on arrivera plutôt avec des cultures d'été sur les endroits où on a mis euh, du seigle fourragé. Et là où ça a gelé, par contre, on peut arriver avec nos primeurs directement sans avoir à travailler le sol. Donc une fois qu'il a un petit peu gelé, qu'il s'est un peu couvert, on bâche. Et puis après, au printemps, on débâche et puis on peut aller planter dans le couvert directement. C'est pas comme en revers gélis, Ça vient de chez Sativa en partie. Et sinon, je commande mes variétés par sac à la coopérative et je fais mes mélanges moi-même. Ouais. Et c'était les... Pas de moutarde non, jamais de pas de brassicacées. J'en mets jamais vu que ouais, bon, c'est toujours gênant avec les légumes, on a trop de brassicacées dans les légumes, donc je l'évite. Par contre, pour les engrais verts d'été, j'aime bien qu'il y ait encore un peu de sorgho avec tournesol. Ça fissure bien en profondeur. Donc ouais, pour les engrais installés au printemps, j'y mets encore du sorgho, du tournesol, du maïs, des fois, quand il y a des restes de maïs. C'est quoi cette flèche-là? En tunnel, avant on utilisait pas mal de bâches tissées, maintenant j'ai plutôt tendance à utiliser de l'herbichambre, parce qu'il se dégrade pendant la culture. Sous serre, il se dégrade moins du fait qu'il y a des gouttes à gouttes, donc l'herbichambre, on le réutilise pour une culture d'automne. Moi j'ai une préférence pour les oignons blancs, comme ça couvre encore bien le sol pendant tout l'hiver. Non, les trous on les fait nous-mêmes. Bon après, le truc c'est que... Pardon ? Pour les tomates, vu que c'est assez large, on les fait au couteau. Ou sinon, j'ai bricolé un outil de l'atelier paysan. Ouais, voilà. Le rouleau traceur. Et j'ai fait des dents beaucoup plus grosses en fait. J'ai deux types de dents. J'ai des dents pour marquer le sol ou des dents pour percer. Là, je rajoute encore un poids, plus les grosses dents, tu peux aller percer directement dans l'herbichambre. Là, tu gagnes pas mal de temps. Ouais, bon, on a des couteaux à dents. L'herbichambre, c'est plus simple que le chanvre tu as différents grammages en fait. Nous, on utilise le grammage le plus fin parce qu'en 6 mois, il est dégradé. Pour nous, c'est plus pratique. Il n'y a que sous serre où il a tendance à... Là où il y avait des gouttes à gouttes, tu peux le prolonger d'une culture encore. Et vu le prix du matériel, c'est quand même intéressant de pouvoir le prolonger. Le cultibut, c'est le seul outil qu'on utilise avec la bêche roulante. On n'a pas d'autres outils. Tout le reste, tous les autres outils qu'il y avait précédemment, je les ai découpés à la disqueuse et je récupère les pièces pour construire d'autres machines qui me paraissent plus intéressantes. Je télécharge les plans à l'atelier paysan, et ça occupe l'hiver quand tu as un petit peu de temps. Juste à côté de chez nous, il y a un ferronnier, on lui loue l'atelier en fait. Et après pour des plus petits trucs, on le fait aussi chez nous parce j'ai un poste à souder, c'est surtout pour la découpe que ça pose un problème. Parce que quand tu as des grosses sections de métal comme ça, il faut que ce soit assez précis. Et à la disqueuse, tu bouffes trop de disques en fait. Ça demande un petit peu d'équipement quand même pour pouvoir bosser correctement. Après là, c'est les courges. Là c'était de la bâche d'ensilage tout simplement, qu'on a récupéré chez un producteur de tabac qui fait les plants dans des bacs à eau. Et donc tous les 2 ans, on peut récupérer pas mal de bâches. La paille, on l'utilisera plutôt en été pour éviter justement les phénomènes d'isolation au printemps. Donc on privilégie la paille plutôt pour les périodes d'été. Là c'était les oignons d'hiver. Les oignons d'hiver on les plante et après à l'épandeuses on met du compost de plateforme. Ça on peut en récupérer gratuitement 150 mètres cubes par an. En fait au niveau communal ça passe dans leur réglementation de tri sélectif et personne ne vient le récupérer. Donc nous on a des gros tas qu'on peut récupérer gratuitement. C'est assez pratique vu le prix normalement au mètre cube. Ça c'est un petit peu ce qu'on fait pour l'oignon, l'ail et toutes les cultures de printemps. On favorise plutôt ce genre de compost qui isole beaucoup moins le sol. Du coup, on ne désherbe plus du tout non plus dans ces cultures. Il y a un petit peu de mouron, des choses comme ça qui apparaissent, mais souvent tardivement. Les légumes sont déjà bien développés, donc on n'a pratiquement plus besoin d'intervenir. Et après récolte, on occulte. Et en principe, on peut revenir derrière et puis on replante sans travailler les sols. Comme dit, il n'y a que cette année où vraiment on a dû un petit peu changer nos méthodes et puis se réadapter en fait par rapport aux conditions météo qui étaient compliquées. Là, on fait les carottes sur chanvre. Donc du coup,
On met notre herbichanvre en place. Entre deux, là j'ai pas la photo, mais on a une petite épandeuse de montagne qu'on a réadaptée à la largeur de nos planches. J'ai scié l'axe et puis j'ai tout ressoudé pour remettre les roues à la taille de nos planches et ça nous permet de mécaniser en fin de compte tous les apports de matière organique. Après on remet 3-4 cm de compost par-dessus l'herbichanvre, ce qui nous permet de semer les carottes au semoir. On a juste réadapté le semoir aussi, on a enlevé les socs. J'ai mis des tuyaux d'arrosage qui du coup laissent tomber les graines dans le compost sans ouvrir ou sans taper dans l'herbichanvre. Parce que même en soulevant les socs à bout, on fait tout au tracteur, donc c'est un petit peu... on est au stade 3-4 feuilles. Là, on a dû maintenir arrosé en fait pendant toute la levée jusqu'à ce que la carotte traverse l'herbichanvre. Donc du coup, on a nos asperceurs qui sont pas loin et on tient toujours le tout humide jusqu'à ce qu'on soit sûr que la carotte ait traversé l'herbichanvre. Et après, on arrête les arrosages. Là, on voit l'herbichanvre au bout de quelques mois. Là, ça doit être 4-5 mois de culture. L'herbichanvre a quasiment disparu. Il en reste plein de petits bouts. Ce qui permettrait de le récolter mécaniquement, mais bon, nous on fait tout à la main. On fait le choix de l'herbichanvre parce qu'on fait quand même 2 km linéaires de carottes. Une fois qu'on a semé, on revient pour la récolte, on ne s'occupe plus de la culture. Donc là on voit l'occupation des carottes une fois qu'elle est bien en place. On voit la pression des mauvaises herbes qui est vraiment minime. On en avait un petit peu plus dans les passe-pieds. Du coup maintenant on est passé de l'herbichanvre de 1,20 m de large à 1,70 m. Ça nous couvre les chemins. Donc on n'a plus de pression de mauvaises herbes non plus dans les passe-pieds. Il faut compter à environ 1 € du mètre carré. Mais je trouve que ça, vu le temps passé dans la culture de carottes, maintenant je trouve que ça vaut le coup en fin de compte. Et après nous en Suisse on a un tarif horaire aussi qui est vachement haut. Donc l'herbichanvre il vaut le coup. C'est pour ça qu'il faut maintenir l'arrosage jusqu'à ce que la carotte ait traversé en fait. Donc il faut juste observer quoi. En général au stade de 3 feuilles, elle est à travers, quoi. Par contre là on maintient justement encore un petit peu l'arrosage pour éviter des défauts sur la carotte, mais bon ça c'est accessoire. Du coup, on a des bons rendements au mètre carré avec très peu de déchets en fait, des carottes de beau calibre. On a fait l'essai il y a 3 ans et puis maintenant on l'a systématisé parce que pour nous c'est vraiment très intéressant. Et là c'est des coopérateurs justement qui sont à la récolte. Donc, ils viennent 3-4 heures et puis en fonction de ce qu'on a à faire, on les redirige dans le jardin. Au départ, on l'avait pris pour les carottes, mais maintenant on en prend aussi pour les tunnels, pour les cultures de garde, céleri, betterave, enfin, tout ce qui nous prend beaucoup de temps à l'entretien. Pour toutes les autres cultures, on est obligé de percer comme une bâche tissée ou... C'est juste que j'estime que ça nous fait un apport carboné aussi. J'achète le déclassé, celui qui ne passe pas les tests usine. Du coup, j'arrive à diviser de 20% environ ma facture. On leur prend compte mes assolements, je les ai sur l'ordinateur. Du coup, pour la planification des cultures, on a fonctionné un petit peu comme Rideau Oasis en fait, avec des tableaux Excel. Quand on est arrivé là-bas, tout était sur papier. Bon, moi j'ai travaillé sur papier aussi tout le temps, mais maintenant mais je travaillais seul, donc c'était pas très important. Et là, vu que j'ai un collègue, ça permet qu'on ait tous les deux une vue sur les assolements. Du coup, c'est le même principe que chez Rideau Oasis. Donc on a les assolements 2020, 2021 et tout se suit à chaque fois, ce qui permet d'avoir une vision assez concrète de ce qui avait été mis en place. On a à chaque fois aussi nos parcelles B, A, B, C. Toutes nos parcelles sont à 50 mètres, elles sont toutes normées justement pour que les bâches aient toutes la même longueur. Le nombre de plants qui sont faits en pépinière, après c'était pour rationaliser, gagner un petit peu de temps. On produit aussi tous nos plants, on n'achète rien à l'extérieur, on essaye au maximum d'utiliser tout ce qu'on a chez nous. On a les 3 hectares sont entourés d'une haie qu'on taille chaque année, on en fait du BRF. La paille, ça vient d'une voisine, en fait une ferme voisine avec qui on travaille. On fait une partie de ses céréales chez nous, ça permet d'avoir une partie en rotation assez intéressante. Et surtout faire des coupures au niveau des choux à choucroute. On fait 1,5 tonne à 2 tonnes de choucroute par an, donc ça représente une surface assez importante de brassicacées chaque année. Et là, on va commencer à rentrer en conflit justement au niveau des rotations. On a trop d'occupation.
Et là, on est en conflit. Là. Je ne sais pas où les foutre, les choux, cette année. Là, j'étais en train de réfléchir au truc. Et puis, ouais, je ne sais pas où les mettre, quoi. On essaye aussi d'intégrer les apports de matière organique et les occultations dans la planification, avant, après culture et les engrais verts aussi. Et donc du coup, nous, on fait surtout attention aux brassicacées et aux ombellifères. Après toutes les cultures courtes, on n'y fait pas trop attention. On les met là où on peut. Donc il n'y a pas vraiment une stratégie très, très pointue au niveau des rotations. Ça fait maintenant, l'année prochaine, ça fait la 40e année qu'on est en bio. On a très peu de pression des maladies, donc on fait moins attention en fin de compte à nos rotations, vu qu'on n'a pas trop de problématiques, à part les maladies habituelles, quoi, un peu d'oïdium en fin de saison, des choses comme ça, enfin rien de gênant. Et on parlait de tête de compost, on en fait depuis 2 ans, et c'est vrai qu'on a un état sanitaire aussi de nos cultures grâce aux têtes de compost, je pense qui a beaucoup aidé, quoi. Donc on essayait aussi de faire du voisinage, quoi, de mettre nos carottes à côté des poireaux, enfin donc essayer de faire un petit peu des associations de culture, mais par voisinage. Ouais, donc sur notre planification, on essaye aussi. Ah bah oui, là on a donc un plan pour le contrôle bio et puis ce qui s'est réellement passé. Donc ce qui s'est réellement passé, c'est pour nous. Et pour le contrôle bio, c'est ce qui ne s'est pas passé. Et ça, tu nous présentes à nous et les coopérateurs, ils savent. Non, ça, c'est les histoires des jardiniers. De toute façon, les coopérateurs, ils ne comprennent pas. Donc on ne va pas leur expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Puis après, on ne sait jamais quel emploi ils occupent, nos coopérateurs. Donc si tu parles à la mauvaise personne, tu peux te... Elle risque de comprendre. Bah ouais. Donc non, ça c'est des stratégies en interne. Il y a le comité parce qu'on a un comité aussi, donc on est les 2 jardiniers et un comité de 8 personnes. On a une gouvernance à l'horizontale, donc il n'y a pas du tout de responsable. Donc ça demande beaucoup de réunions pour trouver des compromis entre les envies de chacun, mais c'est bien plus agréable de ne pas avoir de hiérarchie, quoi. Donc la seule hiérarchie présente à la rigueur, c'est les 2 maraîchers, parce que bon, ben... C'est vous qui avez le dernier mot sur comment vous voulez faire, non ? On ne nous dit même pas ce qu'on a à faire, on a carte blanche en fait. Le comité gère surtout la communication avec les coopérateurs, il s'occupe de la comptabilité, enfin tous les trucs qu'on nous a déchargés en fin de compte de la partie administrative. Et nous, l'administratif lié au jardin, c'est tout ce qui est communication avec le monde paysan, les instances agricoles. Donc nous, on reste vraiment dans notre domaine. Et après, tout le reste est pris en charge par le comité, ce qui permet vraiment d'alléger notre travail et puis de se concentrer que sur ce qu'on a à faire. Et puis le comité, ils sont tous bénévoles et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont hyper impliqués, quoi. On va dire que ceux qui sont dans le comité, ils sont déjà coopérateurs depuis 15-20 ans la plupart, donc ils ont une connaissance du jardin aussi qui est assez grande. Et ouais, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est la participation de tous ces gens, même des coopérateurs qui viennent 18 heures annuellement. Et c'est des forces de travail qu'on ne soupçonne même pas. Moi qui étais installé à mon compte pendant 15 ans, quasiment seul, ouais, bon, c'est la nuit et le jour, quoi. Là, je suis dans ma zone de confort, quoi. En fait, vu que ça a 40 ans, c'était l'idée de Hans Jörg, qui était quelqu'un qui était déjà chez Longomaille pendant plusieurs années, qui est une communauté agricole, qui avait déjà cette volonté de faire quelque chose de participatif. Créer le jardin, c'était la condition première, c'était que les gens acceptent justement ce côté participatif. Et puis ça fonctionne, quoi. En fait, on a, au niveau des abonnements, on a un abonnement avec le temps de travail plein, un abonnement avec un temps de travail à 9 heures et un abonnement sans travail. Mais l'abonnement sans travail, il coûte cher, quoi. Donc ils prennent volontiers les 18 heures. Et ça nous a aussi permis de démocratiser un petit peu le prix des légumes. Du coup, nos paniers sont calculés en fin de compte sur le prix haut des légumes conventionnels, du fait qu'on a du monde qui vient travailler, c'est des salariés qu'on n'a pas à payer, etc. Donc on estime qu'on peut leur offrir des légumes moins chers que le prix habituellement courant en bio.
Et ça peut être considéré comme du... Enfin, je pense à la réglementation française, mais comme du travail... Ben non, c'est ce qui est délirant. Moi, justement, au départ, quand je suis arrivé, moi, je me souviens, les amapiens, j'avais presque envie de les cacher dans le jardin, parce que... Parce que justement, quand j'ai appelé l'inspection du travail, ils ont dit « Ah, bah ça, c'est au bon vouloir du contrôleur, quoi. » Au bon vouloir du contrôleur, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Alors que non, là, apparemment, c'est dans nos statuts, dans les statuts de la coopérative, et c'est complètement accepté, quoi. Et il y a des coopérateurs qui voudraient faire plus? Ah, il y en a beaucoup qui font plus. Oui, oui, donc ils viennent aussi. Et il y en a, ils font leur temps de travail, et au-delà, quoi. Et la proportion, c'est ceux qui payent tout, qui sont tout payés, c'est... Oh, c'est moins d'1%, je pense. Ouais. Ouais, d'accord. Non, là, ils viennent volontiers, donc du coup, puis rien qu'au niveau de l'ambiance, c'est sympa, tu vois, les repas de midi, on est toujours 10-15 à table, c'est toujours quelqu'un qui fait à manger pour tout le monde, enfin, du coup, c'est vraiment un lieu à la fois professionnel et social, quoi, c'est assez agréable. Donc, ouais, il y a tous ces petits à côté qui sont sympas, quoi. Ouais, et là, petit à petit, on est en train de se transformer en centre de formation aussi. On a un CDP, donc un certificat de design permaculturel qui se passe au jardin. On est en lien avec la maison de l'agroécologie du Jura, dans laquelle je donne des cours à des professionnels en conventionnel qui souhaitent se passer à autre chose. Donc du coup, on est encore impliqué sur d'autres projets plutôt formateurs. Et du fait qu'on est un des seuls jardins qui ont commencé à pratiquer le MSV, on a une énorme vue en fait sur toute la Suisse romande. Donc on est en train de monter un partenariat avec le FIBEL pour qu'il y ait des suivis en fait, de certaines cultures, aussi au niveau de l'agroforesterie. Nous en fait on aimerait bien trouver des dérogations justement pour qu'on puisse appliquer vraiment après la planification, vu qu'on fait nos propres plans, on a également fait un planning de pépinière qui est en lien avec le plan d'assolement, planif planton. Et donc là, c'est pareil, là, on a toutes les variétés qu'on utilise, les moments du semis, repiquage, plantation, ou semi-plantation en fonction de ce que c'est, avec les quantités pour nos besoins, les quantités pour la vente, et après ce qui a été effectué. Pour qu'on est toujours en retard, et puis après une case remarque justement par rapport aux variétés, parce qu'on est en train de voir un petit peu ce qui est le mieux adapté à chez nous. On est à 600 mètres, donc il peut faire froid, quoi. Donc il y a certaines variétés qu'on a abandonnées parce qu'elles marchaient moins bien que d'autres. Donc là, on est en train d'essayer de faire nos choix variétaux aussi par rapport à nos contraintes. On travaille principalement avec Sativa, Agrosemences et Bingheimer en Allemagne. Bingheimer sont très intéressants, ils font de très bonnes semences, c'est des semences en Déméter. Et au niveau de la sélection, ils sont pros, quoi, donc il y a de bons résultats. C'est l'équivalent d'Agrosemences, mais en Allemagne. Bingheimer, ça s'appelle. Et là, tu peux avoir des quantités maraîchères à des prix intéressants, en fait. Sativa, c'est bien, mais c'est cher, quoi. Tous les engrais. Ouais, et puis les engrais verts, je les achète plus chez eux. Bingheimer, ouais. Bingheimmer. Zadgout. Et juste une question, en Suisse, vous dépendez d'un seul certificateur, BioSuisse ou il y a plusieurs certificats? Alors nous on a BioSuisse et on a encore le label Le Bourgeon qui est ouais, ou Nature et Progrès plutôt. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on essaie toujours de faire on planifie un petit peu tout vraiment au plus juste, un peu comme toi, pour éviter d'avoir des surachats de semences. On essaye de voir au plus juste pour renouveler nos stocks aussi chaque année. On a une meilleure levée aussi en pépinière quand il y a des graines. Et vous avez toujours un contrôle annuel aussi? Pardon, on a deux contrôles annuels. Un au printemps, un à l'automne avec des échantillonnages de sol à chaque fois. Ah non, ouais, c'est la Suisse, hein, c'est vraiment, quand tu es français, au départ,
Après, à la pépinière, on s'interdit aussi le terreau avec de la tourbe. Donc on travaille avec du terreau sans tourbe. Donc on ne peut pas faire de motte. Donc on travaille tout en multiplaque. Donc c'est un petit peu plus long, mais ça évite d'utiliser de la tourbe, quoi, tout simplement. Tu peux tout découper après? Enfin, non, Bah, les multiplaques, après, on a des trucs à plot, comme ça, tu pousses dessus, ça te sort tous les plans, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et ça passe sans tourbe? Les terreaux sans tourbe, il y en a des bons, quoi. Donc, après, quand on est habitué, le truc, c'est que l'arrosage, il est un petit peu plus fréquent, quoi. Il y a une moins bonne rétention d'eau. Quand je suis arrivé, ils faisaient encore leur propre terreau, mais vu que la matière première était trop aléatoire, il y a des fois où les plans marchaient bien et d'autres fois où ça marchait moins bien, quoi. Donc du coup, maintenant, on a fait le choix d'acheter le terreau. Parce que bon, le mélange était approximatif, enfin, ça me plaisait qu'à moitié. Nous, notre fournisseur, c'est EcoHoum et Ricoter. Voilà, c'est du terreau suisse, par contre, là, ça vaut la peau du cul, quoi. Non, ouais, je préfère te prévenir, quoi. Et puis, on peut se permettre, en fait, parce qu'on fait du bénéfice depuis 3 ans, donc du coup, on peut se permettre de prendre des trucs un peu plus chers, quoi.